Je me présente très vite pour que vous compreniez que je suis un pur produit du PPP. Mon business, c'est du PPP toute l'année, puisque j'ai le plaisir d'animer 18 clubs à Paris, tous coprésidés par des parlementaires de droite et de gauche, et tous mettant des privés autour d'une table pour dialoguer avec le public, parce qu'on reste dans un État où beaucoup de choses se décident au sommet, ou avec les collectivités locales, et sur les PPP, tout particulièrement. Donc, c'est un métier passionnant, curieux, vous allez le voir par la diversité des sujets que l'on peut aborder. Il y en a un que j'aborderai, en tout cas en création de club, parce qu'il est en pleine actualité ces jours-ci, et ça pourrait se faire en PPP, entre le besoin d'investissement public et le besoin d'investissement privé. Vous avez le débat de l'innovation des voitures électriques. Et j'ai le plaisir d'animer par ailleurs le club des voitures écologiques. Vous avez Renault qui a mis 4 milliards dans le développement de la Zoé, mais il n'y aura pas de vente de voitures s'il n'y a pas les prises électriques payées par le public. Système particulier. Et, à tort à mon avis, le partenaire privé attend que le public fasse le job, ce qui n'est pas le cas de tous ses autres concurrents et collègues, voire dans le même groupe, Nissan, dans le monde entier, parce que par ailleurs, Nissan finance les infrastructures en se disant que s'il y a des routes ou de la recharge, je vais peut-être vendre des voitures. Mais vous voyez bien la nécessité aujourd'hui de dialoguer sur ce partenariat public-privé. Alors vous voyez, j'ai des clubs très différents, donc on est écouté. En France, le dernier né, après la campagne présidentielle, le club Produire en France. Donc là aussi, on pourrait revenir dessus. Vaste sujet, notamment sur la commande publique. Celui qui fait le plus sourire, mais qui nous a fait la plus grande influence à l'Assemblée nationale, le club des Amis du Cochon. Alors, c'est 400 parlementaires membres, il fallait oser, 8 ans. 400. Mais en même temps, je le cite parce que je reviendrai sur les PPP, vous m'autorisez, mais la commande qui m'a été faite par la filière porcine est intéressante. Y a-t-il autre chose que la manifestation pour être entendue par les politiques? Donc, et depuis, sauf quand il s'agit de dialoguer avec les grandes surfaces, parce que ça, je ne sais pas faire, mais s'il s'agit de parler des normes ou des évolutions législatives, on sait faire, et c'est une belle aventure, mais ils sont en pleine crise, comme vous l'avez vu, avec la crise notamment bien évidemment, l'augmentation du prix des aliments, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pourquoi le club des PPP? Je l'ai lancé juste après l'ordonnance de juin 2004 pour accompagner l'État à la demande de groupes privés, à la demande d'ailleurs de cabinets de consulting. J'avais dit qu'ils sont autour du sujet de Price et Norton à l'époque, donc deux sont venus me dire, il y a un nouvel outil, un outil innovant, personne ne le connaît, et en France particulièrement, mais finalement je le découvre maintenant que je bouge dans le monde entier sur ces sujets-là, tout ce qui est innovant juridiquement fait peur à l'administration. Donc ça vient de sortir. À quoi ça sert? Pourquoi l'utiliserais-je? Et j'ai de bons marchés publics depuis des années. J'ai la concession des SP de l'autre, donc pourquoi on vient me créer un nouvel outil? Donc tout l'objectif de ce club, c'était de se dire on va aller vers les collectivités locales pour faire l'enseignement, la pédagogie, éventuellement même, mais nous n'avons pas réussi à aller aussi loin que je le souhaiterais, la formation, bien évidemment, de l'administration publique à cet outil, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les grandes entreprises ont des directions juridiques et financières hyper équipées, et donc il y a de temps en temps un déséquilibre, même si, sur le marché, il y a de très bons cabinets privés que peuvent prendre les entreprises publiques pour se mettre au niveau, bien évidemment, du dialogue qui est demandé et pour ne pas se faire berner dans la négociation de ces contrats, qui sont en effet des contrats long terme, extrêmement épais, de 4000 pages, où ils font des closings de 3-4 jours pendant 24 heures non-stop, et donc il n'y a pas grand monde, même au ministère des Finances. On a rencontré ces jours-ci les équipes de Moscovici, du moins depuis qu'ils sont là. Ils nous ont dit qu'il faut peut-être qu'on forme les plus hautes élites à s'enfermer avec des juristes pour ne pas se faire avoir dans cette dernière ligne droite. Mais donc on voit toute la dimension et la difficulté d'une innovation sur cet outil. Donc nous, on était là pour faire ça. La première réunion que j'ai organisée il y a maintenant 8 ans à l'Assemblée nationale. C'est intéressant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avions autour de la table l'Institut de la gestion déléguée et la mission d'appui des PPP. On était tout au début de notre mission et ils n'étaient pas d'accord pour savoir si l'éclairage public était éligible au contrat de partenariat. Première rencontre. Aujourd'hui, c'est 30% de la commande publique sur l'éclairage. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose de nouveau dont on se demandait quelle était la pertinence et la façon dont on allait évoluer et être adapté par les uns et par les autres. Et alors, bon, vous voyez, on a aujourd'hui beaucoup de membres dans le club, des petits et des grands groupes. J'ai décidé de le lancer que lorsque j'avais
et Bouygues, et Eiffage, et Vinci, pour que personne ne puisse croire que je puisse être le lobbyiste au nom d'un seul, parce que ça serait embêtant, et aussi des boîtes de taille intermédiaire, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce que vous avez dit, sur le fait que c'est les grands groupes qui peuvent en profiter plus que les petits. C'est un vrai sujet, c'est une préoccupation permanente que l'on a eue, la place des PME dans les PPP. La réalité, si on regarde purement financièrement, mais vous l'avez montré avec les 5 projets de l'État qui font 70% financièrement de tous les PPP, il n'y a pas de petit groupe qui va répondre à la LGV, ni au projet Ballard à 3 milliards. Donc mais par contre, dans les collectivités locales, où il y a beaucoup de PPP en nombre, bien évidemment, les entreprises locales peuvent y répondre. Juste un point quand même, c'est un point qui est intéressant pour vous par rapport au métier que vous faites déjà, c'est qu'on a sur nos 3 grands groupes qui sont des leaders mondiaux, on en a un qui est totalement intégré, qui est Bouygues. Les autres, mais tout particulièrement Vinci, mais il ne peut pas le dire parce qu'il est coté, et donc on ne peut pas communiquer, n'est rien d'autre que des rachats de PME. La SARL Dupont à Angoulême, le jour au lendemain, elle est rachetée par Vinci. Ce sont les mêmes hommes qui vont travailler. Certes, il y aura une direction juridique à Paris, mais c'est bien du travail local. Et ça, j'essaye de leur dire, dites-le, mais ils ne peuvent pas le dire au titre de leur communication financière. Donc, de temps en temps, ça reste quand même, Vinci, rien que 250 PME sur le terrain qui ont juste changé de nom parce que quelqu'un qui est parti à la retraite n'a pas filé à son fils et l'a vendu pour profiter de son travail. Donc notre club agit beaucoup, communique beaucoup. Là, quelques rencontres très récentes. Donc un journal en haut qui est envoyé à 15 000 exemplaires. Depuis 8 ans, on est au 21e numéro à toutes les collectivités locales. Objectif, montrer que des élus de droite, des élus de gauche, on fait un PPP dans l'éclairage public, on fait un PPP sur... Là, actuellement, il y aura pas mal de lancements. Les grands stades, les 4 grands stades des 4 grandes villes pour la Coupe d'Europe seront faits en PPP. Marseille, Nice, Bordeaux, Lille, quelles que soient les couleurs politiques. C'est d'ailleurs une ministre communiste qui a initié à Lille, auprès, ancienne ministre communiste, son nom va me revenir, Pierre va peut-être m'aider, ça ne revient pas, mais ça revient, a initié le stade de Lille en PPP. Donc il n'y a pas eu d'idéologie au lancement de cet outil. Après, il va falloir expliquer pourquoi il est venu se rajouter dans la boîte à outils de la commande publique. Qu'est-ce qui a fait en 2004 qu'on a eu un besoin de PPP? Alors, j'essaierai de répondre aux 5 points très négatifs qui ont été soulevés, mais qui sont légitimes, qui sont totalement légitimes, et c'est normal que les gens se posent des questions. Pourquoi on l'a fait? D'abord, vous avez donc le marché public et vous aviez la concession. Ça existe depuis toujours en France. D'un côté, la personne publique paye un ouvrage. De l'autre côté, vous avez ce qu'on peut appeler donc le PPP, entre guillemets, marchand, c'est-à-dire une concession payée par l'usager. Ça, c'était traditionnel. Et la concession, on la connaît beaucoup dans le mode des transports, dans les parkings de Paris, Vinci pour ne citer que lui, puisqu'il a 70% des parkings dans ce pays, quelques SEM et quelques autres concurrents. On paye, vous avez un contrat de 30 à 35 ans, vous payez par les recettes et vous investissez et vous reversez à la collectivité 2-3% à la fin de chaque année et vous êtes censé amortir tout cela. Et puis, vous avez le marché. Et puis, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements et de marchés dits déséquilibrés, ou de concessions plutôt déséquilibrées. On crée une concession qui est censée être payée par les recettes, donc c'est une concession. Mais en fait, le parking, il n'y a pas de voiture dedans. Donc la collectivité met une subvention d'équilibre de 80% chez Vinci. Je vous paye tout ce qui ne rentre pas pour que vous puissiez tenir vos objectifs. Donc on a tordu la loi. Et on s'est dit, c'est pas normal, on va faire péter toutes les concessions. Donc il faut trouver un autre système qui est le contrat de partenariat. Mais en même temps, il y a une autre réalité sur laquelle il ne faut pas masquer et regarder pourquoi on l'a fait. On le voit bien sur les universités, un peu moins sur les écoles. On le voit bien sur les hôpitaux. On le voit particulièrement sur les prisons. La France a toujours su, mais tous les pays savent investir, mais ils ne savent pas bien maintenir et entretenir. Investir, j'ai envie de dire, jusqu'à la crise de 2008, suffisait d'emprunter. On construisait, on livrait, les élus sont là, les ministres sont là, puis demain est un autre jour. Et au bout de 20 ou 30 ans, on se retrouve avec des bâtiments administratifs de l'État, des ministères dans des états absolument dramatiques, avec une logique sur les frais de fonctionnement qui fait qu'on essaye de serrer à mort les boulons
Donc on ne fait plus d'investissement, ou on n'a plus de ligne budgétaire sur le fonctionnement, et quand pendant 3-4 ans on fait zéro en investissement, les bâtiments se dégradent. Et la vraie question qui se pose, dans la bonne gestion publique par rapport au PPP, mais c'est un débat lourd de conséquences sur lequel on n'a pas le recul aujourd'hui, j'en conviens, c'est est-ce qu'on a les moyens de ne pas entretenir et de détruire nos universités dans 25 ou 30 ans, ou est-ce qu'on se fait des contrats très long terme qui nous garantissent une valeur résiduelle de bâtiments qui vont reprendre 30 ans de continuité après que le PPP soit terminé. C'était ça l'objectif de ce contrat de partenariat. C'était en effet de lier dans ce PPP contractuel, donc il y avait les concessions, et puis il y a ce contrat qui est créé pour répondre à ce besoin-là. Donc oui, c'est un contrat long terme, avec toutes les révolutions intellectuelles que ça peut supposer, tant politique que la nécessité de se rapprocher entre les constructeurs et les mainteneurs et les cabinets d'architectes. Donc on bouscule énormément les grandes habitudes de la commande publique. On massifie, donc c'est vrai que l'État en a profité pendant 5 ans, c'est une bonne chose. Seul le PPP a permis de faire 4 investissements en TGV en même temps, alors que depuis 30 ans, on les faisait les uns après les autres. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que maintenant qu'on en a fait 4 d'un coup, qu'est-ce qu'on va faire pendant 20 ans? Donc ça, c'est un vrai débat, on va dire, de planification qu'on a eu l'autre jour avec David Azema, président de l'Agence de participation de l'État. On dit, oui, mais ok, super. Alors vous imaginez par contre, politiquement, mais même en termes d'infrastructure, ça permet de rattraper des retards. Mais ensuite, on peut se limiter la capacité d'investissement sur des années. Donc on voit bien là la difficulté. Alors je ne vais pas revenir sur vous l'avez lu tout à l'heure, pourquoi ce contrat est là, mais en effet, c'est un contrat long terme qui inclut le financement. Je reviendrai beaucoup là-dessus parce que, même dans l'article de presse, mais je le comprends, parce que si on compare le prix d'un PPP avec le prix d'un marché public, vous avez d'un côté un truc qui va coûter 1 milliard, de l'autre côté un truc qui va coûter 3 milliards. Le marché public coûte moins cher. Sauf que dans le prix du PPP, vous avez déjà le coût de l'emprunt, dont personne ne parle quand on fait un marché, mais ça a un coût d'aller chercher 1 milliard, même pour l'État, à 2,5% sur les marchés sur 30 ans, parce que de toute façon, on emprunte, et nous, on le met dedans. Du moins, le contrat de partenariat inclut le coût du financement, donc vous doublez déjà le coût sur 30 ans du projet. Comme ça, et ben, c'est la vie. Et puis derrière, ce qui n'est jamais intégré, et qui pose pour moi un vrai problème, c'est qu'on intègre aussi l'ensemble des fonctions d'investissement, de fonctionnement, d'entretien et de maintenance sur l'ensemble de la durée. Ballard, Sodexo, je crois que leur contrat est de 80 millions par an d'entretien, maintenance et de service. Dans le marché, vous ne l'avez pas. Donc, vous mettez ça sur 30 ans, on l'enlève. Oui, mais et what else? On ne parle pas de la même chose. Donc, on voit bien qu'on achète une rigidité, bien évidemment, mais aussi une garantie d'un ouvrage qui va être pérenne et qui va continuer dans le temps. Et ça me semble extrêmement intéressant sur l'optimisation de la performance entre le public et le privé. Et puis, il y a les délais. Il y a les délais, et là, il n'y a pas de débat sur les délais. Même le chef de l'État a clos le débat ces jours-ci, François Hollande, à Bordeaux, il y a 3 mois. D'abord, parce que c'est notre souhait, nous, Club des PPP, on en fait le prosélytisme, mais quand ça ne va mal, on sait le dire aussi, je vous dirai ce sur quoi on peut le dire. La certitude, par contre, et l'avantage du PPP pour la personne publique, tous les PPP, 100%, ont été livrés dans les délais. Pourquoi? Parce que la personne privée n'est payée que le jour de la livraison de son premier loyer. À partir de là, vous êtes sûr qu'elle va livrer dans les temps. Et ça, c'est un levier extrêmement intéressant pour la personne publique de ne pas avoir de dérapage par rapport à un marché. Pourquoi on a des dérapages dans les marchés? D'abord parce qu'ils sont saucissonnés dans leur financement. Ensuite, parce que ce que ne sait pas la personne publique, peut-être parce qu'elle sait mal négocier ses contrats, mais c'est que dans les pénalités de retard, si vous avez une entreprise qui a un marché d'un côté avec le public, puis un marché avec un hôtel à construire de l'autre, et que les pénalités sont plus fortes dans l'hôtel que dans le public, s'il y a des retards de chantier, elle va d'abord finir tout ce qui est dans le privé. Et c'est la réalité. Donc on décale dans le temps la sortie des marchés publics. Et il y a 40% des marchés publics qui ne sortent pas dans les temps. Et vous avez un dépassement, par ailleurs, avec certitude, de tous les marchés publics. Vous avez en fait, on est sorti des années du moins 10 ans pour passer au mieux 10 ans. Mais pour rentrer dans le mieux 10 ans et dire ça coûte pas cher,
On ne regarde pas et très très vite, vous avez des avenants supplémentaires dans un marché. Donc sur le coût des marchés publics aussi, il y en a un en ce moment sur le Philharmonique de Paris qui est hallucinant puisqu'il a commencé à 150 millions d'euros, il va finir à 350. OK ? Donc moi et ça par contre, je le garantis, le PPP c'est impossible. Vous vous garantissez le coût de livraison, c'est le problème du privé de rentrer dedans. Donc on a quand même des éléments intrinsèques qui sont intéressants, des éléments de débat aussi parce que ça bouscule, et je reviendrai sur notamment les architectes à l'intérieur de cela, mais en même temps on est à l'ère du développement durable. Et moi ce que je dis dans le PPP aujourd'hui, notamment bâtimentaire, c'est qu'on oblige des gens qui ne se parlaient pas avant à travailler ensemble pour garantir un bâtiment sur 30 ans. Et d'ailleurs, feu Claude Martinan, le président de l'IGD, qui présidait RFF, qui était le directeur de cabinet de Jean-Claude Guessot, donc un communiste qu'on avait mis à la tête des PPP, me rappelait qu'en fait, avant 1870, les ingénieurs et les architectes, c'était le même ordre. Ils travaillaient ensemble. C'est Napoléon III qui a décidé de séparer ces deux ordres. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que les gens travaillent ensemble. Parce que concevoir un bâtiment, une ligne architecturale formidable, et je ne remets pas en cause le principe artistique, bien évidemment, et la plus-value architecturale, c'est des signes immenses sur l'urbanisme. Mais sans se préoccuper que rien que la proue du bateau de lycée va coûter 50% du fonctionnement sur 30 ans, nous n'avons plus les moyens. Et personne n'a les moyens. On doit se mettre autour d'une table pour réfléchir à ce que ça veut dire, la livraison d'un bâtiment et son coût. Or, c'est ça qui ne se passe pas avec le marché aujourd'hui, quels que soient les marchés. Les élus locaux veulent sortir très très vite de terre. D'ailleurs, on reviendra dessus, puisque s'il y a une petite chute, c'est parce qu'on est un an avant les élections, donc tout a été fait, puis maintenant on ne fait plus rien. On attendra les élections municipales et les élections régionales pour redémarrer les marchés. Donc ce n'est pas une chute du PPP, c'est une chute de la commande publique. Plus élection présidentielle au milieu et crise financière avec, on lève le pied sur les investissements actuellement. Donc, on est quand même dans une logique extrêmement différente sur ces PPP par rapport à cela. On oblige aujourd'hui des gens à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Je vous commande un collège. Vous avez la réception des clés du collège. Neuf, formidable. Avant, j'avais un collège. Je suis maire et j'avais un budget d'1 million d'euros d'entretien de chauffage et de climatisation de ce collège. Donc, quand je reçois les clés du collège qui a été construit, je vais me retourner sur le mainteneur et je vais dire, bien évidemment, vous allez me chauffer au même prix que vous me chauffiez avant. Ce qui est normal, 1 million. Et le mainteneur va vous dire, mais monsieur le maire, c'est pas possible. Vous avez vu la hauteur des placements que vous m'avez fait ? Il ne fallait pas construire comme ça. Vous avez vu la taille des fenêtres ? Il ne fallait pas construire comme ça. Ça vous coûtait beaucoup plus cher. Donc si celui qui doit entretenir le bâtiment, le chauffer, amener les fluides, réfléchir à toute l'organisation matérielle sur la durée du bâtiment n'est pas consulté en amont, à l'arrivée, on additionne des choses qu'on ne veut pas compter parce qu'on ne veut pas voir, mais qui vont coûter cher. Donc c'est une révolution aujourd'hui qui est en train de s'opérer, qui n'est pas facile pour les uns et pour les autres, mais il y a des PPP qui sont sortis, il y a des cabinets architectes qui se réjouissent aujourd'hui de se mettre autour d'une table. Et par ailleurs, j'insiste, le PPP n'empêche pas la personne publique de choisir un architecte spécifiquement. C'était le cas sur Ballard. Il y a une compétition de 3 fois 3 architectes, des grands, et on choisissait d'abord l'architecte, et ensuite on fait un PPP. Donc bien sûr, et à Perpignan, avec Jean Nouvel, le maire a choisi d'abord Jean Nouvel, et après a fait un PPP avec Jean Nouvel. Donc ça n'empêche pas de le faire, mais ça oblige quand même à se mettre autour d'une table pour réfléchir à la réalité de l'entretien et de l'investissement. Alors l'autre, ce que je vous ai dit sur les lignes TGV, alors là on voit les développements et la croissance, donc en effet, des PPP, là, c'est jusqu'à 2011. Donc, il y a une chute aujourd'hui. Nombre, volume financier, c'est pas grand-chose. C'est 170, c'est ça ? C'est-à-dire rien. Beaucoup quand on part de zéro, c'est formidable, ça progresse. Mais c'est quoi sur la commande publique ? On est très très loin du PFI des Anglais, avec quelques excès. Je pense qu'on a corrigé juridiquement l'outil, qu'on a aujourd'hui un outil. On a juste un problème avec cet outil, c'est son nom. Idéologiquement, il pose problème à certains. Partenariat public-privé, ça, c'est terrible pour un certain nombre des ministres actuellement, notamment à la justice et aux universités, ça bouscule. Moi, je suis allé à l'université de Montpellier, on est allé sur du terrain.
Les gens confondent PPP et privatisation. Privé, c'est privatisation, donc c'est la panique à bord. Donc il y a une pédagogie gigantesque à faire. Elle peut être faite et portée que par la personne publique qui l'a réalisée. Donc il fallait d'abord qu'il y ait un PPP réalisé à Paris Diderot, extrêmement bien porté par les universitaires, pour que d'autres aient envie de se dire « Ah, peut-être qu'il faut que j'y aille ». Parce que l'autre débat et l'autre difficulté dans ce pays, c'est le débat idéologique sans fin. Moi, il y a 7 ans, ma deuxième réunion du club des PPP, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de Bordeaux 1, Alain Boudou, qui nous disait « Je ferai un PPP et mon université en PPP dans les 2 ans ». Puis, entre-temps, le Conseil régional d'Aquitaine, n'étant pas de la même couleur politique que l'État, a refusé que ce soit fait en PPP, a demandé à la Caisse des dépôts de trouver un nouveau montage innovant, 3 ans de réflexion. Résultat des courses, on est 8 ans après, rien n'a commencé. Donc la grande difficulté de ce pays, c'est de se dire à un moment, est-ce que j'ai un besoin ? Est-ce qu'on le sort maintenant ? Mais moi, c'est vrai que ça m'est resté un peu sur l'estomac, cette histoire, parce qu'on l'a vécu de l'intérieur. La Caisse des dépôts a essayé de monter ce qu'on appelle un financement innovant, un contrat innovant, qui serait un PPP, avec beaucoup de juristes qui ont travaillé dessus en disant « si vous le sortez, on va tacler et ça ne passera pas au Conseil d'État », parce que le risque était que la Caisse des dépôts veuille finalement qu'il n'y ait pas de marché derrière et donner à toutes ces filiales la construction. Donc il y a un tout petit risque quand même un peu collusif et pas évident en même temps de bonne guerre. Mais résultat des courses, il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, on est dans une situation... alors, vous voyez la répartition. Collectivité locale, c'est quand même là que ça s'est épanoui fortement. Les élus ont plus de capacité en France à décider de ce qu'ils veulent, de le faire. Je l'ai dit sur les stades, je l'ai dit sur l'éclairage public, ça devient quasiment la norme. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu une montée en puissance du risque qui fait que les élus ont besoin d'investir sur un certain nombre de sujets. Le risque juridique est pénal. On est dans de l'éclairage public. Il y a certains éclairages qui datent d'il y a plus de 50 ans. Et si des enfants ou des personnes se font électrocuter dans la rue, c'est responsabilité pénale des élus. Donc il y a un besoin, bien évidemment, d'investissement au titre de la sécurité. Il y a eu une montée en puissance du phénomène de la sécurité politiquement, vous le savez mieux que moi. Et finalement, les élus n'ayant pas beaucoup de moyens sur leur police municipale, la seule capacité à injecter de l'investissement sur la sécurité, c'est avec un meilleur éclairage la nuit. Je m'intéresse à votre sécurité, je vous éclaire mieux. Pour faire court, ce qui est vrai, puisque partout les rues sont mieux éclairées, il y a moins de crimes ou de vols, donc ça aide. Et donc ils sont allés très fortement là-dessus, et le PPP a permis, bien évidemment, d'être innovant, avec des innovations. Et j'insiste là-dessus par rapport à un marché. Le marché, il est psychorigide. Et c'est là que les entreprises et l'innovation arrivent. Dans un marché, je vais prendre des exemples de piscines, vous dites... Je veux une piscine et un bassin. Vous donnez la dimension, la profondeur, vous dites tout ce que vous voulez. Grosso modo, et d'ailleurs, le maire, il va voir la piscine de son voisin, il dit « je veux la même ». Et vous définissez dans un cahier des charges rigide tout ce qu'il faut. Dans un contrat de partenariat, c'est attenant au contrat, vous avez, dans l'innovation, le dialogue compétitif. Vous devez exprimer simplement un besoin. Vous dites, voilà, quelle est ma population ? J'ai besoin d'un centre aquatique, qu'est-ce qu'il me faut ? Et vous avez le privé qui a la connaissance aujourd'hui des besoins sociologiques. Il va vous dire, mais monsieur le maire, vous avez une population vieillissante, il ne vous faut surtout pas un bassin où les gens n'ont pas pied, c'est l'aquagym qui va fonctionner. Donc vous avez des gens, et puis une autre boîte qui va dire le contraire, mais donc ils vont faire de l'innovation, vont apporter des solutions qui ne sont pas enfermée dans un cahier des charges sur lequel la personne publique a pris des habitudes, à mon avis, desquelles elle doit absolument sortir. Donc là, dans cette innovation, le PPP par rapport à un marché, c'est quand même assez génial. C'est-à-dire qu'on ne définit pas exactement à la ligne près, au kilo près, ce dont on a besoin. On demande au privé qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ça change tout. Alors, vous avez un seul, malheureusement, conseil général qu'il a fait sur l'informatique. J'espère que ça pourra se généraliser, vous le comprendrez mieux. Je ne décide pas d'acheter des ordinateurs, je décide de demander à aujourd'hui des entreprises de réfléchir aux besoins des gamins dans les collèges, de l'évolution des ordinateurs pour les 10 années qui viennent. Avec une certitude sur le PPP, ce qui est vrai pour les lignes TGV est encore plus vrai pour les écoles.
toutes les collectivités ont un système de ligne budgétaire. Je renouvelle 10% du parc tous les ans. Que ce soit sur l'éclairage public ou sur 30 ans, que ce soit sur l'informatisation dans les écoles, que ce soit sur les meubles. 10% tous les ans, il y a un jour un président du Conseil général qui se dit ça veut dire qu'il y a des gamins qui vont avoir 10 ans d'écart avec leurs ordinateurs chez nous. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien équitable? Est-ce bien républicain? Donc il décide de faire un PPP en disant je prends tout d'un coup et je lisse sur 10 ans mon investissement. Donc oui, ça me coûte plus cher, oui, mais je lisse. Et puis j'exige du prestataire de service d'upgrader au fur et à mesure de l'arrivée des logiciels, tout ça est dans le contrat, parce que sinon ça ne vaut plus rien au bout de 4 ans. Donc c'est une sorte de leasing, d'adaptation du leasing. Mais vous voyez quand même l'intérêt tout à coup d'un PPP, c'est de trouver une solution financière qui permet de massifier les investissements à un instant T pour essayer de rattraper des retards ou de mettre tout le monde au même niveau. Ce qu'a fait Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis il y a 2 ans maintenant. Il a signé, il avait besoin d'un immense rattrapage sur les collèges en Seine-Saint-Denis. En effet, il en faisait un tous les ans. Donc il lui fallait 20 ans pour faire 20 collèges. Il a décidé d'en faire 12 en PPP et 8 en marché. Je cite cet exemple parce qu'il sera très intéressant à analyser dans 5 ou 10 ans, puisqu'à un même instant, dans une même collectivité, on a utilisé du PPP et du marché. Et on verra, les délais de sortie, de réalisation de tous ces ouvrages, d'entretien et de maintenance de la façon dont ça peut sortir. Donc on voit là quand même l'intérêt, bien évidemment, de l'outil, sa part d'innovation, mais toutes les difficultés à l'intérieur des administrations pour s'approprier cet outil. On a fait un boulot de pédagogie depuis 8 ans, on sent qu'il y a encore des réticences idéologiques, même si actuellement, je crois que tous les verrous vont sauter, puisque plus personne ne sait trouver de l'argent pour investir. Donc le gouvernement est en train de se dire, regardons ce qui est bon et prenons-le. Je reviens sur le viaduc de Millau. Je ne sais pas si je l'ai cité tout à l'heure, puisque c'est Jean-Claude Guessot, communiste, qui l'avait signé, sur aussi l'intérêt du PPP. Quand je dis les délais de réalisation, il y a le délai de réalisation privé par rapport au délai de réalisation publique. Toutes les études du ministère de l'Équipement de l'époque faisaient qu'un tel ouvrage serait réalisé de 12 à 15 ans. La construction, la réalisation du viaduc de Millau. C'est donc un PPP concessif donné à Eiffage, 3 ans, jour pour jour, ouvert à date et à heure, avec un défi technologique. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la construction de ce viaduc, puisqu'ils se sont retrouvés avec des immenses ennuis au milieu. Ils ont su les relever, ça leur a coûté plus cher, mais comme à l'arrivée, la surprise était bonne, puisqu'il y a eu 20% de recettes de plus que prévu dans le plus grand des rêves la première année, et c'est un succès mondial, et on a de très belles équipes. Donc on voit bien quand même là, alors ça c'est toute la difficulté entre le politique et l'administratif. Y a-t-il une valeur sociétale d'une livraison d'ouvrage 10 ans avant? Moi, j'ai vu des administratifs me dire, mais on s'en fout. L'hôpital, il sortira que dans 5 ans, et alors? Ben oui, c'est 5 ans de soins de gagner. L'école, on investit plus, si elle vient plus vite. C'est quand même des générations qui vont avoir de meilleurs outils pour travailler. Mais il y a des gens pour qui c'est le dernier des soucis. Donc il y a le besoin politique et il y a la réalité de l'administration et de sa mise en place derrière. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est... alors sur ce dialogue compétitif, en effet, on dit là, il empêche toute standardisation. Donc c'est vraiment une révolution qui laisse la place à l'imagination. Et je vais revenir sur un autre point qui, lui, est une grande souplesse du contrat de partenariat qu'on oublie d'évoquer, qui n'est pas le Graal. Certains ont cru que c'était le Graal. C'est ce qu'on appelle les recettes annexes. C'est-à-dire que vous pouvez adosser à votre contrat une proposition originale, industrielle, technique, de recettes annexes. Je prends l'éclairage de Rouen, dialogue compétitif, éclairage de Rouen. Le lauréat, à l'époque, propose au maire, alors que ce n'était même pas dans son idée initiale, de mettre du Wi-Fi sur les mâts. Tiens, quitte à vous refaire tout, il manque du Wi-Fi, on vous le met dessus. Vous seriez dans un marché, vous êtes exclu du marché. On dit, monsieur, vous avez répondu à côté de ce qu'on vous a demandé, au revoir, merci. Là, au contraire, tout à coup, les élus ont le droit, c'est légal, de regarder, de se dire, tiens, c'est pas mal. Alors, ça ne va être qu'un 1,5% des recettes supplémentaires. C'est pas grand-chose. Par contre, c'est un service qui n'était pas prévu et qui peut être porté. Pareil pour la vidéosurveillance sur de l'éclairage public. On voit bien que l'éclairage, c'est aussi un réseau. Certains, et viennent me voir régulièrement ces jours-ci, envisagent, au départ, et puis sont en train de trouver la solution technique, que l'éclairage public puisse porter les bornes de recharge électrique pour les véhicules. Une bonne nouvelle peut-être à Issy-les-Moulineaux ces jours-ci, avec un déploiement de
500 bornes qui vont finalement pas coûter très cher puisqu'elles seront sur des mâts déjà existants. Donc là, on sent bien qu'il y a besoin aussi de réfléchir, d'apporter des innovations et de trouver ensuite les outils juridiques qui vous permettent de mettre des solutions dans la rue. Et puis vous avez une autre idée, c'est le cas de Ballard, c'était le cas du ministère de la Défense à Londres. Et c'est des immenses possibilités en Afrique, je reviendrai dessus, puisque je pars demain au Gabon, au forum de New York au Gabon, pour parler des infrastructures sur l'Afrique. Et ce qui est vrai sur l'Inde est encore plus vrai sur l'Afrique, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est de faire de la valorisation immobilière. C'est-à-dire que tout à coup, je construis un bâtiment public ici, 5 minutes, c'est parfait, je suis presque à la fin. Et j'ai un terrain à côté. L'habitude de l'État, jusqu'à présent, c'était de vendre des terrains. Les domaines vendent, puis ça remonte dans une caisse au sommet, puis après, on ne sait pas bien où ça passe l'argent. Là, on peut adosser tout à coup les choses. J'ai un terrain ici et j'ai un terrain public ici. Je construis mon hôpital des 15-20, dans le 12e arrondissement, sur la Vision. À côté, il y avait un superbe terrain. On demande d'adosser ce terrain, bien évidemment, pour de la recherche, de l'innovation, qui a un lien avec l'hôpital. Donc, il y a plein d'entreprises qui se sont mis à côté de l'hôpital, qui sont dans la Vision. Les recettes et les marges bénéficiaires de l'allocation de ce terrain vont diminuer l'allocation de l'État de l'autre côté. Soit je vends, j'utilise éventuellement dans la construction, puis un jour, je n'ai plus rien, soit à vie, j'ai de la recette qui m'allège mon investissement et qui me permettent de faire cet entretien maintenance. Donc on voit quand même que, intrinsèquement, dans le PPP, il y a en effet toute possibilité d'innovation financière, d'innovation sur les recherches, de propositions. Mais vous avez raison, la grande difficulté aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir une personne publique qui puisse être en face de spécialistes privés et avocats pour être à l'équilibre. Là, je crois qu'il y a des doutes encore ou des améliorations à faire sur la formation. Il y a un organisme public national qui s'appelle le Centre national de la fonction publique territoriale qui devrait faire ce job-là, dont je connais bien le président, mais qui, pour se faire élire, a accepté que le premier vice-président soit de la CGT pour pouvoir avoir des voix, et la CGT n'est pas la plus propice pour dire faites de la formation territoriale sur les PPP, ce qui est dommage, parce qu'on pourrait parler de ce débat-là. Et puis pour terminer, parce que sur l'international, je crois, ce que je vous ai dit sur l'entretien maintenance des bâtiments en France, 30 ans, une université, une prison totalement dégradée. Au Maroc, Tunisie, Égypte, c'est 10 ans. En Afrique, c'est 5 ans. Et pourtant, ce sont des constructeurs internationaux qui peuvent construire. Donc on voit bien que nos outils PPP d'investissement long terme ont une valeur extraordinaire à l'étranger. Donc ces États sont en train de s'approprier notre législation. La Banque mondiale et la BAD poussent bien évidemment beaucoup plus au PPP marchand, parce que là-bas, en plus, j'aime beaucoup le terme, je l'ai écrit à François Hollande, vous avez le PPP marchand, c'est-à-dire les concessions, et le PPP social, c'est-à-dire notre contrat de partenariat, qui est finalement rien que payé par la personne publique. Bien sûr, le marchand, ce sont toutes les routes, les autoroutes, les ports, les aéroports, indispensables à la croissance, et ça bouge énormément. Il y a des pays qui vont sortir 13 aéroports dans les 5 ans qui viennent, et a priori, ils sont bien financés par le trafic. Ils ont une imagination extraordinaire sur les financements. Sur celui de Dakar, la Banque marocaine du commerce extérieur a fait un montage financier auquel la Banque mondiale, pendant 3 ans, a refusé. Finalement, a dit c'est génial, on ose le faire, etc., avec une taxe affectée, avec vraiment une innovation juridique et financière qui permet à ces pays d'avancer. Mais derrière, il faut aussi du contrat de partenariat pour payer le social. Les universités, les écoles, les hôpitaux. Et donc on va, je l'espère, aussi trouver du PPP dans ces pays informatiques pour les aider à capter la croissance dans les recettes de l'État. On a fait ça très bien en France, hein, c'est quasiment des PPP, des radars automatiques. Aujourd'hui, où la fiscalisation, voilà, quand on reçoit sa feuille d'impôt, c'est quand même assez bien organisé aujourd'hui entre l'informatique et le public. Et il y a besoin d'aider ces pays à capter la croissance, puisqu'on est plutôt aujourd'hui à 80% d'économie à côté, hein, tout ça non réel, et on doit partir sur une bancarisation pour réussir cela. En tout cas, c'est avec passion que moi aujourd'hui je vais dans les pays africains porter la parole de cet outil qui peut, je le crois, permettre d'avoir enfin de l'investissement public durable et non pas, pour certains d'entre eux, de la subvention qui va passer dans la poche des gouvernants, qui n'ira pas dans les projets, puisque PPP veut dire société de projet. Dans une société de projet, vous avez des banques, et les banques, elles ne trichent pas avec l'argent.
Donc c'est une bonne solution. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet. Merci de votre exposé écoute. remarquable, merci beaucoup. Alors,